Ma mère a envoyé un SMS à ma fille de 11 ans, ne viens pas pour Noël. C'est mieux si tu ne viens pas. Elle a regardé le message, puis le cadeau pour sa grand-mère qu'elle avait mis 6 heures à fabriquer. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement répondu, compris. 3 heures plus tard, leurs vies ont commencé à s'effondrer. Il y a des moments où le monde entier se tait. C'en était un. Pas le silence paisible et méditatif que l'on trouve dans les vidéos de yoga filmées par des gens qui n'ont jamais rencontré l'anxiété. Non, c'était un silence du genre, quelqu'un vient de percer un trou dans ma réalité. Chloé se tenait sur le pas de la porte de notre salon, tenant son téléphone comme s'il était radioactif. Elle n'a pas dit un mot. Elle n'en avait pas besoin. Son visage. Oh, son visage. On aurait dit que quelqu'un avait déballé son cœur, l'avait jeté au sol et l'avait piétiné avec des bottes mouillées. Elle a marché vers moi au ralenti, comme un petit fantôme en chaussettes, et m'a tendu le téléphone sans cligner des yeux. Le message me sautait aux yeux, ne viens pas pour Noël. C'est mieux si tu ne viens pas. Le nom de ma mère flottait au-dessus, comme un petit nuage suffisant. J'ai cligné des yeux, je l'ai relu, puis une troisième fois au cas où j'aurais développé une maladie rare qui réorganiserait les phrases en quelque chose de maléfique. Non, toujours maléfique. Mon cerveau a fait un redémarrage complet. Mon cœur a eu un hoquet étrange et douloureux. Mon œil gauche a tressailli. Chloé m'observait avec ce calme dont seule elle a le secret. Cette façon silencieuse et contenue qu'elle a quand quelque chose fait trop mal pour que son corps puisse le traiter. Ses lèvres étaient serrées, avec un léger tremblement sur les bords. Elle n'a pas pleuré. Ma gamine ne pleure jamais la première. Elle se fige, comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton pause émotionnel. Puis elle a regardé le cadeau. Le cadeau. Ce présent fait main auquel elle avait consacré des heures, courbée sur la table de la salle à manger, la langue entre les dents, si concentrée qu'elle n'avait même pas remarqué quand j'avais posé une assiette de dîner à côté d'elle. Le cadeau pour sa grand-mère, celui qu'elle n'arrêtait pas de vérifier, d'ajuster, de perfectionner. Et à côté, les cadeaux pour ses cousins, Owen, Ella, Ruby, tous alignés comme de minuscules fragments de son espoir. Elle les a regardés, puis a reporté son regard sur moi. Rien n'a changé dans son expression, mais quelque chose a craqué en moi, si fort que je jure l'avoir entendu. Je crois que j'ai besoin de... La voix de Chloé n'était qu'un murmure, à peine un souffle. J'ai besoin d'être seul un moment. Ma gorge s'est serrée. D'accord, ma chérie. Elle a hoché la tête une fois, petit geste mécanique, puis elle a marché le long du couloir et a doucement fermé la porte de la salle de bain derrière elle. Pas un claquement, pas même un clic, juste une fermeture discrète et dévastatrice. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'être triste et que j'ai commencé à être dangereuse. J'ai pris mon téléphone, j'ai senti ce tremblement d'adrénaline se transformer en quelque chose de tranchant, et je suis entré dans la cuisine, la seule pièce de la maison où je pouvais faire les 100 pas avec agressivité sans marcher sur un Lego. J'ai composé le numéro de maman. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, d'une voix mielleuse qui me donnait des boutons. Allô? Allô, ma chérie. Que signifie ce message? Il y a eu une pause, un soupir théâtral. Oh, Rachel, ne soyons pas dramatiques. Ma main s'est crispée sur le comptoir. Tu as dit à Chloé de ne pas venir. Nous en avons tous discuté, a-t-elle dit, comme si nous parlions d'un grand conseil décisionnel plutôt que du cirque dysfonctionnel qu'est ma famille. Stéphanie et Tyler étaient d'accord. Les enfants étaient d'accord. C'est juste mieux comme ça. Mieux comment? Tu sais comment elle est, cher enfant. Et voilà. Ce ton. Elle avait déjà jugé Chloé, donc tout ce que je pouvais dire était automatiquement faux. Elle ne s'intègre pas avec les autres enfants. Il y aura des jeux, du bruit, du chaos. Ce n'est pas l'environnement adéquat. C'est ta petite fille. Un temps. Oui. Eh bien, a-t-elle dit légèrement, tous les enfants ne sont pas à l'aise avec les grandes réunions de famille, et les autres ont dit qu'ils ne seraient pas confortables. Je les protège, c'est tout. Tu les protèges, ai-je répété, impassible. D'une enfant de 11 ans qui a passé des semaines à leur fabriquer des cadeaux? Oh, Rachel, ne déforme pas mes paroles. Nous étions tous d'accord. C'est réglé. Si tu veux venir seule, tu es la bienvenue. Mais ne ramène pas Chloé.
Ma mâchoire s'est verrouillée si fort que j'ai cru que j'allais me casser une dent. C'est définitif, a-t-elle ajouté avec la grâce d'une porte qui claque dans mon âme. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste dit, d'un ton égal, compris, et j'ai raccroché. Je me suis appuyé contre le mur, respirant comme si quelqu'un avait débranché toutes mes émotions, me laissant en mode survie. Puis, j'ai senti une présence derrière moi, Chloé. Elle se tenait au milieu du couloir dans son bas de pyjama doux, les yeux rougis sur les bords, mais toujours secs. Sa voix était petite et prudente. Qu'est-ce qu'elle a dit? Est-ce que je peux venir? Je me suis accroupi et je l'ai entraînée dans un câlin. Lent, doux, pour ne pas la briser. Non, ai-je dit doucement. Même si tu pouvais, nous n'irons pas. Chloé a hoché la tête contre mon épaule. D'accord. Sa voix était stable, mais je pouvais sentir la tension dans son corps. Le genre de douleur silencieuse qui se loge sous la peau comme un bleu. Nous allons faire quelque chose de mieux, ai-je dit en écartant une mèche de cheveux de son visage. Elle m'a regardé avec ses grands yeux pleins d'espoir qui me désarment toujours. Comme quoi? J'ai souri. Et ce n'était pas un sourire gentil. C'était le genre de sourire qui pousse les méchants à reconsidérer leur choix de vie. Tu verras. Car à cet instant, dans le calme de ce moment affreusement parfait, quelque chose s'est mis en place. Une décision, une clarté, une résolution froide et constante. Et tandis que Chloé retournait dans sa chambre pour se blottir sous sa couverture, j'ai repris mon téléphone. 3 heures plus tard, leur vie commencerait à s'écrouler. Mais pour l'instant, je restais là, fixant le chambranle de la porte par lequel ma fille avait disparu, et j'ai enfin compris. Cette fois, je ne les laisserai pas lui faire du mal sans conséquence. Plus jamais. Si vous m'aviez demandé il y a quelques années pourquoi j'avais toujours eu l'impression d'être un chat errant devant la fenêtre de ma propre famille, regardant les autres manger des plats chauds pendant que je mâchais du gravier émotionnel, je n'aurais pas eu de réponse. Maintenant? Oh, j'ai des réponses. J'ai de la documentation, des cicatrices émotionnelles et une rage capable d'alimenter toute la côte. Mais revenons en arrière, car rien de tout cela n'a commencé avec un SMS de Noël. Cela a commencé il y a des décennies, bien avant que Chloé ne touche un bâton de colle ou ne murmure « Tu crois que grand-mère aimera ça ?» Cela a commencé avec la blague cosmique de l'enfance, autrement connue sous le nom d'être l'enfant du milieu. Stéphanie, ma sœur aînée, était née prête pour Broadway. Elle était bruyante, scintillante et dramatique, ce qui faisait dire aux enseignants des choses comme potentiel de leadership, alors que je traduisais cela par « S'il vous plaît, quelqu'un peut-il la droguer ?» Tyler, mon jeune frère, était le petit garçon adorable et espiègle. Le petit Jésus avec une batte de baseball. Et puis il y avait moi, Rachel. Calme, intelligente, un personnage d'arrière-plan dans mon propre foyer. Ma mère adorait les enfants avec des boutons de volume bloqués sur attention. Mon père adorait la paix, les livres et réparer des choses qui n'étaient techniquement pas cassées, ce qui signifiait qu'il m'adorait. Papa et moi étions les 2 seules personnes à parler doucement dans une maison qui ressemblait à un orchestre coincé dans un mixeur. Certains soirs, quand maman était partie jouer son rôle de météore social, traversant la ville dans une traînée de cocktails et de commérages à moitié finis, papa et moi faisions des grillés-cheese et restions assis en silence. Un silence confortable, un silence où personne ne crie enfin. Il me regardait de l'autre côté de la table et disait, « Tu sais, Rachel, il n'y a rien de mal à être calme. Le monde a besoin de gens calmes. » Cet homme était mon ancre, et c'est pourquoi le jour où il est tombé malade, le sol sous mes pieds s'est fissuré. Sa maladie s'est infiltrée lentement. De petits indices, de petites pauses, de petites grimaces. Il pensait que je ne voyais rien. Puis, soudain, ce n'était plus petit. Les hôpitaux, les médicaments, cette odeur d'antiseptique qui s'est ancrée en permanence dans ma mémoire. J'ai passé plus de temps à son chevet qu'ailleurs. Maman rendait visite, bien sûr, mais toujours comme une vedette invitée dans une émission qu'elle ne regardait pas vraiment. Pendant ce temps, Stéphanie passait en coup de vent pour parler de ses derniers drames sociaux. Tyler venait pour les snacks du distributeur. Je restais parce qu'il avait besoin de quelqu'un qui ne remplirait pas la pièce de bruit. Nous discutions parfois. Surtout, nous existions simplement dans ce calme que nous avions toujours compris. Et puis une nuit, alors qu'il avait l'air plus fatigué que jamais, il m'a demandé de m'approcher.
Rachel, a-t-il chuchoté, je dois te dire quelque chose avant de partir. J'ai senti quelque chose de froid glisser entre mes côtes. Papa, non. Si, ma chérie. Écoute. Ce qu'il m'a dit ensuite a donné l'impression que quelqu'un avait changé le genre de ma vie sans prévenir. Il soupçonnait ma mère de l'avoir trompée souvent, assez pour avoir fait un test ADN secret. Et moi, maladroite, calme, celle qui ne lui ressemblait pas, j'étais son seul enfant biologique. Je me souviens l'avoir regardé, clignant des yeux comme si l'information était en train de charger dans mon cerveau. Il s'est excusé d'avoir attendu si longtemps. Il a dit qu'il ne voulait pas faire exploser la famille tant qu'il était en vie. Il a dit qu'il aimait Stéphanie et Tyler même s'ils n'étaient pas les siens, et qu'il ne voulait pas être la raison pour laquelle il se sentirait indésirable. Puis il a pris ma main et a dit les mots qui m'ont ébranlé plus que tout. J'ai tout laissé à toi. La maison, celle où nous vivions, et l'appartement que nous louions. Tout. C'est à toi. J'ai hoché la tête, parce que c'est ce qu'on fait quand notre père est suspendu à un fil et nous donne des vérités qui pourraient mettre le feu à la planète. Je n'ai pleuré que bien plus tard, à sa mort. J'avais 17 ans, une mineure, tenant à peine le coup. C'est là que j'ai demandé à maman, doucement, prudemment, en me préparant déjà, s'il y avait eu un testament. Elle n'a pas cligné des yeux, n'a pas hésité, n'a pas bégayé. Non, il n'y avait rien, a-t-elle dit en feuilletant négligemment un magazine, comme si nous discutions de la météo. Tout passe naturellement au conjoint. C'est comme ça que ça marche. Je me souviens avoir ressenti un étrange tourbillon nauséeux dans l'estomac, comme si j'avais entendu une chanson familière jouer un peu faux, mais je n'avais aucune preuve. Je n'avais aucun document, aucun avocat, aucune autorité d'adulte, juste le murmure d'un mourant et une mère qui mentait avec la grâce de quelqu'un qui le faisait depuis des décennies. Alors j'ai laissé tomber. Extérieurement, les enfants calmes deviennent d'excellents observateurs et des coffres-forts à secrets encore meilleurs. 10 ans plus tard. J'ai grandi, j'ai épousé Eric, qui est un véritable saint déguisé en médecin militaire. Nous avons construit une vie calme et stable. Une vie où je n'avais pas besoin de lutter pour avoir de l'oxygène. Puis Chloé est arrivée, ma petite fille douce, brillante, à la voix douce, qui regardait le monde comme un puzzle qui méritait d'être résolu. Son diagnostic à 5 ans ne m'a pas surprise. Il expliquait son intensité calme, son hyperfocalisation, sa difficulté avec les environnements bruyants, sa façon de répéter ses conversations dans le miroir comme si elle étudiait pour un examen. Elle n'était pas mauvaise. Elle n'était pas brisée. Elle était juste elle. Et elle adorait ma famille. Douloureusement, elle les adorait. Les cousins, Owen, Ella, Ruby, tous bruyants et brillants comme leurs parents. Exactement le genre d'enfant qui écrase les plus calmes sans même s'en apercevoir. Chloé essayait de suivre, malgré tout. Elle répétait des blagues, mémorisait des jeux, étudiait leurs préférences comme si elle se préparait à être interrogée par des membres de la royauté. Et maman, grand-mère. Ma fille la regardait comme si elle avait décroché la lune. Savez-vous ce que c'est que de regarder votre enfant essayer désespérément de s'intégrer dans une famille qui vous a autrefois poussé dans les marges comme une note de bas de page? C'est de l'agonie. Comme regarder votre version plus jeune marcher dans la même scie sauteuse. Alors à chaque fête, chaque anniversaire, chaque dîner forcé, j'y allais, je souriais, je faisais semblant de ne pas voir le favoritisme. J'ai avalé les échos de ma propre enfance pour Chloé. Seulement pour Chloé. Et puis, il y a environ un an, quelque chose en moi a craqué. Je ne me souviens même pas de ce qui a déclenché cela. Un commentaire étrange de maman. Un regard entre Stéphanie et elle, une remarque en passant sur les biens familiaux. Mais soudain, le vieux soupçon s'est déroulé en moi comme une plante venimeuse. Alors j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. J'ai enquêté, tranquillement, en privé, sans rien dire à personne. Les registres publics sont patients et sans émotion. Ils ne mentent pas. Ils ne prennent pas parti. Et ce que j'ai trouvé a fait trembler mes mains. Le testament existait. Il était valide. Tout. La maison où vit ma mère et l'appartement qu'elle a offert à Stéphanie étaient légalement à moi. À moi. Mon père avait fait exactement comme promis. Ma mère l'avait caché exactement comme je le craignais. Et je n'ai pas poursuivi parce que Chloé les aimait. Parce qu'elle voulait tant appartenir à ce monde.
Parce qu'elle aurait été dévastée. Alors j'ai avalé ça, tout comme j'ai avalé tout le reste jusqu'à hier soir. Parce que quand maman a envoyé un SMS à Chloé pour lui dire qu'elle n'était pas la bienvenue à Noël, c'était la mèche. Et ce que j'ai fait ensuite, eh bien, disons que le silence n'était plus dans ma nature. Et l'explosion était imminente. Si vous vous êtes déjà demandé ce que ça fait d'être si furieux que vos paupières en vibrent, je peux confirmer que c'est exactement aussi glamour que ça en a l'air. C'était moi, au moment où j'ai fermé la porte de la salle de bain derrière Chloé et entendu le léger clic. Ce tout petit son poli qui signifiait qu'elle souffrait trop pour laisser quiconque voir son visage en ce moment. Mon enfant à la voix douce, qui fabrique des cadeaux, qui cherche à plaire. Et les gens qu'elle adorait le plus venaient de lui dire qu'ils ne voulaient pas d'elle. Chaque cellule de mon corps est devenue incandescente. J'ai traversé la cuisine comme si j'entrais dans une zone de combat, j'ai arraché mon téléphone de ma poche et j'ai fait défiler jusqu'à Nathalie, ma meilleure amie, la seule avocate en qui j'ai confiance. Celle qui a un jour menacé de poursuivre une compagnie aérienne en mon nom parce qu'ils avaient perdu mes bagages et mon envie de vivre. Sa photo de contact est apparue, elle tenant un mug sur lequel était écrit « Fais-moi confiance, je suis avocate ». Ce qui ressemblait soudain plus à un cri de guerre qu'à une blague. J'ai appelé. Elle a décroché à la première sonnerie. « Rachel », a dit Nathalie. « Parle-moi. » Ma mère a dit à Chloé de ne pas venir pour Noël. Un temps de silence. Puis, absolument pas. « Où es-tu ? » J'arrive. 20 minutes plus tard, elle a défoncé ma porte d'entrée. Cheveux en chignon désordonnés, manteau à moitié zippé, sac d'avocate sur l'épaule comme si elle s'apprêtait à donner un coup de pied dans le système judiciaire. Elle n'a pas pris la peine de dire bonjour. Montre-moi. Je lui ai tendu le téléphone. Elle a lu le texte, sa mâchoire s'est contractée, non par confusion, mais par reconnaissance, car elle savait déjà tout le reste, le testament, l'héritage volé, toute cette année que j'avais passée assise sur une bombe. Ok, a-t-elle dit, les yeux plissés. Que penses-tu de gâcher toute sa fête ? C'est légal pour toi. Elle sortait déjà son ordinateur portable, comme toujours. Elle a pris le contrôle de ma table à manger comme si elle organisait un coup d'État. C'est le réveillon de Noël, ai-je dit. Parfait, a-t-elle répondu. Les gens se souviennent mieux des conséquences pendant les fêtes. Je voulais dire, nous attendons. Elle a levé les yeux brusquement. Rachel, elle a pris ta gamine par surprise. Tu as attendu 11 ans de plus que je ne l'aurais fait. Assieds-toi. Je me suis assise. Elle tapait avec une concentration terrifiante, les touches claquant comme si elle écrivait un sort. La fête de ta mère commence à 18h, n'est-ce pas ? Oui. Super. Nous allons la servir au moment du dessert. Mes sourcils ont essayé de quitter le pays. 30 minutes plus tard, elle a fait pivoter l'ordinateur vers moi. Révise ça, a-t-elle dit. Tout est exact ? J'ai lu l'entête. Le nom de la plaignante, Rachel. Les défendeurs, maman, Stéphanie, le mari de maman, Franck. Voir cela écrit a rendu quelque chose en moi mortellement calme. Oui, ai-je dit. Tout est exact. Bien, a dit Nathalie. Alors servons-les. Nous, ai-je demandé. Elle a souri du sourire d'une femme qui a passé l'examen du barreau et utilise maintenant ce pouvoir exclusivement pour le chaos juste. Oh, je le livre moi-même. J'ai cligné des yeux. Tu es quoi, Rachel, a-t-elle dit, en emballant les documents dans un sac cadeau de Noël tout à fait innocent. Cette femme a volé ton héritage et a psychologiquement handicapé ton enfant. Je ne vais pas manquer l'opportunité de lui remettre les conséquences en personne. Je n'avais aucun argument, juste de l'admiration. Pendant ce temps, Chloé était recroquevillée sous sa couverture dans sa chambre, serrant son renard en peluche, prenant les inspirations profondes et saccadées qu'elle prenait quand le monde l'accablait. Et mon cœur a craqué pour la 1000e fois. J'ai murmuré à travers la porte, je suis juste là, ma chérie. Elle n'a pas répondu, mais elle n'avait pas besoin de le faire. Je savais qu'elle m'entendait. Nathalie s'est redressée, a lissé son manteau et a pris le sac cadeau. Tu es prête, a-t-elle demandé. Non, ai-je dit. Mais vas-y. Elle a hoché la tête et est sortie dans le froid comme un ange de Noël assoiffé de vengeance. Puis, j'ai attendu.
La maison semblait trop silencieuse, pas paisible, juste tendue, dans l'attente, comme si chaque mur retenait son souffle. À 18h17, mon téléphone a sonné. C'était maman, le genre d'appel où vous n'avez même pas besoin de répondre pour savoir le venin qui attend de l'autre côté. Mais j'ai répondu. Rachel, a-t-elle crié, prouvant qu'elle était en vie, consciente et exactement aussi dramatique que prévu. Qu'est-ce que c'est que ça? Haut-parleur. Définitivement sur haut-parleur. Je pouvais entendre la fête dans le chaos derrière elle. Des assiettes qui s'entrechoquent, des voix fortes, des gens qui halètent. Qu'est-ce qui est quoi, ai-je demandé, ma voix assez froide pour givrer les fenêtres. Ce procès. Tu as envoyé une femme chez moi comme une espèce de... Cette sorcière avec un sac et elle a dit, vous avez été assigné. Ah, Nathalie était officiellement une sorcière maintenant. Je la préviendrai plus tard. Elle serait ravie. Correct, ai-je dit. Comment oses-tu, a-t-elle crié. À Noël, devant tout le monde. Derrière elle, j'ai entendu Stéphanie, elle essaie de nous rendre sans abri. Et Tyler, c'est de la folie, Rachel. Tu as perdu la tête. J'ai attendu qu'ils se consument comme des feux d'artifice défectueux. Puis j'ai dit doucement, vous avez volé mon héritage. Silence. Un vrai silence. Le genre qui tombe si vite que vous pouvez entendre votre propre battement de cœur. Tu devais tout me donner quand j'avais 18 ans. Papa m'a tout laissé. Tu l'as caché. Tu as donné l'appartement à Stéphanie. Tu as gardé la maison. Tu as menti pendant des années. Et j'ai laissé couler pour Chloé, pour elle. Quelqu'un a pris une inspiration brutale. Quelqu'un d'autre a murmuré, de quoi parle-t-elle? Maman a bafouillé, c'est Rachel. C'est absurde. Tu as dit à ma fille qu'elle n'était pas la bienvenue. J'ai dit, tu as brisé son cœur. Tu as brisé toute raison que j'avais de te protéger. Stéphanie est intervenue, nous essayons juste de... Non. Ma voix a coupé comme du verre. Ne mentez pas. Ne vous embarrassez pas. Vous avez tous décidé qu'elle n'était pas à sa place. Un autre silence, plus froid. Vous devriez avoir honte, ai-je dit. J'en ai fini de faire semblant d'être une famille. J'en ai fini de vous donner ce qui était à moi. Je le veux en retour. Ils ont recommencé à crier. Maman, Stéphanie, Tyler, tout n'était que désespoir, déni et peur. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Nathalie avait déjà déposé les papiers. Les rouages étaient déjà en marche. Et pour la première fois de toute ma vie, j'ai senti le pouvoir changer de camp. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas discuté. J'ai simplement dit, ce n'est pas sujet à débat. Et j'ai raccroché. Le téléphone n'a plus sonné. Pas avant longtemps. Je suis resté là, dans le chambranle de la porte de la chambre de Chloé, écoutant sa respiration douce, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des décennies. La résolution. Tranchante et constante. Mais même alors, avec la plainte déposée et le téléphone silencieux, je savais que ce n'était pas fini. Pas du tout. Si vous n'avez jamais eu à vous asseoir au bord du lit de votre enfant pour lui expliquer pourquoi toute sa famille élargie a décidé qu'elle ne méritait même pas un siège pliant à Noël, laissez-moi vous dire, cela vous vieillit de 10 ans en 10 secondes. Chloé était recroquevillée en boule serrée sous sa couverture quand je suis entré. Ses cheveux collaient à ses joues, et le renard en peluche qu'elle aimait tant était écrasé contre sa poitrine comme si c'était la seule chose qui la maintenait entière. Ma chérie, ai-je murmuré en m'asseyant à côté d'elle. On peut parler? Elle ne m'a pas regardé. Pas au début. Puis elle a tourné le visage, les yeux gonflés, la voix mince et craquante, j'ai tellement essayé, maman. Ces 4 mots m'ont frappé plus fort que tout ce que ma mère n'avait jamais dit de sa vie. Je sais, ai-je dit. Je sais que tu l'as fait. J'ai tout répété, a-t-elle chuchoté comme si elle avouait un crime. J'ai essayé de parler comme eux. J'ai essayé d'être amusante. J'ai même essayé de porter le chemisier qu'elle a disait être normal. Et je n'étais toujours pas assez bien. Sa voix a brisé sur le dernier mot, et quelque chose en moi est devenu très, très calme. Assez calme pour que, si mes émotions étaient un lac, vous voyiez un panneau d'avertissement indiquant « Attention aux requins de rage ». Chloé, ai-je dit, en gardant ma voix calme parce que l'alternative était de hurler contre les murs,
le fait qu'ils ne veuillent pas de toi ne signifie pas que tu n'es pas assez bien. Cela signifie qu'ils ne sont pas assez bien pour toi. Elle a cligné des yeux, traitant l'information. Certaines personnes, ai-je continué, ne seront jamais à aimer quelqu'un qui est un peu différent, ou plus doux, ou plus intelligent, ou plus calme. C'est un problème qui les concerne, pas un problème qui te concerne. Mais pourquoi ne veulent-ils pas de moi, a-t-elle demandé, les yeux se remplissant à nouveau. Parce qu'ils sont cruels. Parce qu'ils sont mesquins. Parce qu'ils ne te méritent pas. Mais j'ai choisi mes mots avec soin. Parce qu'ils ne te comprennent pas. Et les gens qui ne comprennent pas quelque chose agissent souvent méchamment envers cette chose. Elle a détourné le regard, tripotant sa couverture. Ça fait mal. Je sais, ai-je murmuré. J'ai ressenti la même chose quand j'avais ton âge. Sa tête a pivoté vers moi. Tu l'as ressenti? Oh, c'était le moment. Le moment où je disais à ma fille quelque chose qu'elle méritait de savoir, même si cela piquerait au début. Oui, ai-je dit doucement. Ils ne m'ont pas très bien traité non plus. Mais grand-mère dit toujours. Grand-mère ment, ai-je dit, doucement mais fermement. Beaucoup. J'ai pris une inspiration. Pas de retour en arrière possible. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Quelque chose que je ne voulais pas te dire parce que je ne voulais pas que tu te sentes prise au milieu. Ses épaules se sont crispées, inquiètes, en alerte. Ton grand-père, ai-je dit tranquillement, a tout laissé à moi avant de mourir. La maison, l'appartement, tout. Elle a froncé les sourcils. Mais grand-mère vit là. Elle n'était pas censée le faire, ai-je dit. Elle a caché le testament. Elle a fait semblant qu'il n'existait pas et elle a donné l'appartement à tante Stéphanie alors qu'elle n'en avait aucun droit. Les yeux de Chloé se sont écarquillés. Elle l'a volé? Oui. Et elle savait que c'était censé être à toi. Elle le savait? Oui. Silence. Puis Chloé a chuchoté, je l'admirais. J'ai hoché la tête. Je sais, ma puce. Je sais. Elle n'est pas une bonne personne, n'est-ce pas? C'était comme un couteau entre les côtes. Les gens peuvent faire semblant d'être bons, ai-je dit. Ils peuvent sourire et agir gentiment et dire les bonnes choses, mais ce qu'ils font, c'est ça qui les définit. Et ce qu'elle t'a fait, ce qu'elle m'a fait, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas la famille. Chloé a absorbé cela comme si c'était un code informatique en train de réorganiser son cerveau. Puis sa mâchoire s'est serrée, doucement mais définitivement. Je ne veux pas d'eux dans ma vie, a-t-elle murmuré. Une partie de moi voulait applaudir. Une plus grande partie voulait pleurer. Au lieu de cela, je me suis penché vers elle. Tu n'auras pas à les avoir. Elle a hésité. Mais qu'en est-il de l'appartement et de la maison? Nous les reprenons. Ses yeux se sont écarquillés à nouveau. Nous pouvons? Oui, ai-je dit. Et quand nous le ferons, tu sais ce programme que tu as toujours voulu, le stage intensif d'été pour l'art numérique, celui avec le mentorat et les voyages. Son souffle s'est coupé. Celui qui coûte très cher? Celui qu'on ne pouvait pas se permettre, ai-je dit. Jusqu'à maintenant. Elle m'a regardé comme si je venais de lui dire que les licornes étaient réelles et qu'elles acceptaient aussi les nouvelles candidatures. Vraiment? Vraiment. Elle a expiré longuement, tremblante, submergée. Mais il y avait de l'espoir aussi. Une minuscule étincelle. Le début de la guérison. Le lendemain matin, la campagne de diffamation a commencé. Parce que s'il y a une chose que ma mère ne peut pas supporter plus que d'être tenue responsable, c'est d'être tenue responsable publiquement. À midi, elle avait appelé la moitié de la famille élargie et apparemment effectué un monologue dramatique digne d'un feuilleton hospitalier. Selon elle, je les mettais à la rue. J'étais avide. J'étais instable. J'essayais de voler leurs moyens de subsistance, et j'avais gâché Noël sans aucune raison. À 14 heures, mon téléphone explosait. Des cousins que je n'avais pas entendus depuis le premier mandat d'Obama m'envoyaient soudain des textos comme si nous étions liés par un traumatisme. Est-ce vrai que tu as poursuivi ta mère? Que se passe-t-il? Ta mère dit des choses folles. Est-ce que tu vas bien? Alors je leur ai dit tout. L'exclusion de Chloé, le testament caché, l'héritage volé,
l'appartement illégalement offert, la participation de Stéphanie, Franck vivant dans une propriété à laquelle il n'avait aucun droit, et le fait que j'étais restée silencieuse pour Chloé, et pour aucune autre raison. Le changement a été instantané. Les réponses sont arrivées comme des dominos qui tombent. Je n'en avais aucune idée. C'est horrible. Ta pauvre fille. Bien joué. Elle t'a volé. Jésus. Tu fais la bonne chose. La campagne de diffamation de maman est morte si vite qu'elle n'a même pas eu droit à un enterrement. 2 jours plus tard, Stéphanie s'est présentée à ma porte. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi, et son mari rôdait derrière elle, tenant le manteau d'un des enfants comme un homme se préparant à une évacuation. « Tu ne peux pas faire ça », a-t-elle lancé avant même que je dise bonjour. « Où suis-je censé aller ? Où mes enfants sont-ils censés aller ? Tu aurais dû y penser, ai-je dit calmement, avant de décider que ma fille ne méritait pas une place à Noël. Ce n'était pas comme ça. Ne mens pas, ai-je dit. C'est embarrassant. Son visage s'est effondré, et pendant une seconde, j'ai ressenti un soupçon de pitié. Mais ensuite, je me suis souvenu de Chloé assise seule avec un cadeau fait main qu'elle ne livrerait jamais. Et la pitié s'est évaporée. Cet appartement a toujours été à moi, ai-je dit. Et le fait que tu y vives n'a jamais été gratuit. Cela a coûté à ma fille sa chance d'avoir une famille. Les épaules de Stéphanie se sont affaissées. Elle a murmuré quelque chose qui ressemblait à des excuses. Mais ce n'était pas pour Chloé. C'était pour elle-même. Et j'en avais fini avec ça. Commencez à faire vos cartons, ai-je dit tranquillement. Vous avez du temps, mais vous devez partir. Elle est partie en tremblant. La bataille juridique a eu lieu des semaines plus tard. Maman, Stéphanie et Franck ont tout essayé. Le testament est invalide. Rachel a attendu trop longtemps. Nous pensions que la maison était à nous. Elle veut nous punir. Nous sommes des victimes. Nathalie les a démontés comme des meubles Ikea à monter sans instruction. Quand le juge a statué en ma faveur, confirmant que j'étais l'héritière légitime et leur ordonnant de libérer les 2 propriétés, le regard sur leur visage était quelque chose que, je ne mentirai pas, je chérirai pour toujours. Non pas parce que je voulais qu'ils souffrent, mais parce que Chloé a enfin vu des conséquences pour des gens qui lui avaient fait du mal pendant des années. Cela comptait. Quand nous sommes sortis du tribunal, Chloé a pris ma main et l'a serrée. C'est à nous maintenant, lui ai-je dit. Et ton futur aussi. Elle a hoché la tête, ses yeux brillant d'une lueur que je n'avais pas vue depuis des semaines, l'espoir. Tu sais quoi, a-t-elle chuchoté. Je me sens bien. Et juste comme ça, le monde ne semblait plus si lourd. Parce qu'après tout, les mensonges, l'exclusion, la trahison, nous avons fini exactement là où nous étions censés être, libres ensemble et en train de construire une vie où personne ne ferait plus jamais sentir à ma fille qu'elle est petite. Pas maintenant, jamais. Alors, qu'en pensez-vous ? Trop loin. Pas assez loin ? Faites-le moi savoir dans les commentaires et abonnez-vous pour